Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Aujourd'hui, on va parler d'un genre musical, on va consacrer cette vidéo à la High Energy. La High Energy, c'est un courant musical directement issu de la disco qui disparaît des radars en 1980. Référez-vous à ma vidéo sur la Disco Demolition Night pour en savoir plus. Mais cette musique, la disco, va quand même survivre et survivre dans les clubs underground et notamment les clubs gays et va se transformer en cette musique qu'on appelle la High Energy, qui sera une musique typique et extrêmement représentative de la communauté LGBT. C'est aussi une musique qui va accompagner l'épidémie de sida du début des années 80, on va en parler aussi, et une musique qui deviendra forcément à un moment donné commerciale, qui va se répandre dans des hits et des tubes que vous connaissez tous. Et ben on va raconter tout ça et on va voir ce qu'est la High Energy dans cette vidéo. Bienvenue! Dance with me, move your body, your dance with me. High energy, your love is lifting me. Alors avant de vous parler de la naissance et de l'histoire de ce courant musical, faisons un petit tour du côté des tubes les plus connus pour vous permettre de situer un peu ce genre musical sur la carte de la dance music. Parce que, comme tous les courants qui fonctionnent à l'underground ou dans les boîtes de nuit, eh bien, des promoteurs, des producteurs vont tenter d'en faire des versions plus populaires pour vendre des disques. Si ça cartonne en club, c'est qu'il y a un moyen que ça cartonne aussi dans les charts. Eh bien, le trio le plus emblématique de cette high energy très commerciale, c'est bien sûr le trio anglais Stock Aitken Waterman. On consacrera une vidéo entière d'ailleurs à ce trio, un trio de producteurs qui va inonder le Royaume-Uni de tubes dans les années 80. Ils vont récupérer cette musique pour en faire une version ultra commerciale. On a sorti cette musique des clubs branchés dont il fallait être membre pour l'amener dans les boîtes du monde entier. D'un coup, tous les DJ passaient ces morceaux parce que ce n'étaient plus des disques gays. C'était juste des grands morceaux, sans étiquette. Mais les Stock Aitken Waterman ne sont pas les seuls à s'y mettre. On a une flopée de morceaux estampillés à Energy dans les années 80, que ce soit par des Français, des Allemands, des Espagnols, des Italiens ou même des Américains. I didn't even know that had been a big hit in the gay bars. A lot of the gay bars and clubs and things were playing it. It became huge. Au milieu des années 80, avec tous ces tubes, il commence à devenir difficile de distinguer la synth pop, l'italo disco, la high energy. Tout ça se mélange, c'est un son pop électronique, on va dire. Mais la high energy, ça n'est pas que ça, et c'est même autre chose que ça. On va aller à la source. C'est une musique à la base bien plus underground qui est née, je vous l'ai dit, de la disco. Mais d'une forme de disco bien particulière, une disco importée aux États-Unis par
les Européens, ce que les Américains ont appelé l'Eurodisco, une disco un peu plus blanche, entre guillemets, une disco plus carrée avec un beat plus présent, c'est bien entendu les morceaux par exemple de Moroder, de Ceron ou encore des Allemands de Magnifique. Et cette disco qui commence à emprunter des sonorités électroniques, eh bien, va inspirer un producteur qui est considéré comme celui qui a inventé, entre guillemets, la high energy, c'est Patrick Cowley. Patrick Cowley, c'est un bidouilleur de machines, un inventeur, un producteur de sons qui fera beaucoup de choses dans sa carrière. Il va déménager à San Francisco étant jeune parce que c'est la ville où il va pouvoir affirmer tranquillement et ouvertement son homosexualité. Il fréquente beaucoup les clubs gays et des clubs gays à San Francisco à l'époque, il y en a un paquet comme le Dance Your Ass Off, le Trocadéro Transfer ou encore The City. Et très probablement que la High Energy ne serait jamais née si ce n'est à San Francisco. Patrick Cowley, j'en ai déjà parlé dans la vidéo consacrée à Sylvester et au tube de I Feel Love. Pourquoi? Parce qu'en 1977, eh bien, il va faire un remix de I Feel Love, un remix totalement psychédélique de plus de 15 minutes, ce qui donnera la pierre fondatrice de ce mouvement de High Energy. En fait, Patrick Cowley veut une musique qui colle et qui s'inspire de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent dans les clubs gays de l'époque de San Francisco, des clubs où on fait la fête toute la nuit, où on danse toute la nuit, où il y a des backrooms, où il y a du sexe, où il y a du poppers, de la drogue, de l'alcool, et donc il veut une musique comme ça très hypnotique, très répétitive, et bien aidé par toutes ces machines parce que c'est un bidouilleur, il va créer ce son un peu électronique inspiré de la disco. Mais de la disco, on va enlever tout le groove, toute la funk et tout le swing de la disco pour ne garder que la partie beat, la partie mélodique. La Energy en général est très mélodieuse. Et puis surtout, on va insister sur la bassline, sur la vélocité du morceau, l'énergie du morceau. Et on met à la poubelle tout ce qui est groove et tout ce qui est swing. D'ailleurs, selon Peter Shapiro, qui est un journaliste qui a écrit une anthologie de l'histoire de la disco, pour lui, la High Energy, effectivement, c'est un blanchiment, entre guillemets, de la culture disco. On va retirer de cette culture disco ses racines noires, ses racines funk, ses racines soul. Alors, non pas par racisme, bien que tous les clubs gays du fin des années 70-80, les gros clubs gays de San Francisco ou de New York sont fréquentés principalement par des blancs, par des gays blancs, mais c'est surtout parce que ces gays blancs sont aujourd'hui, dans les années 80, au début des années 80, plus visibles. La visibilité s'est améliorée, on peut enfin affirmer être homosexuel, et du coup on fréquente les clubs de gym, on a la naissance de ces clones gays, ces clones à moustache avec les chemises en cuir ou les chemises de bûcheron, et voilà, il faut des mecs quand même un peu musclés, on va dans les salles de gym, on monte les pectoraux, on se gonfle les biceps, et on prend des protéines, et bien pour accompagner ce surplus de protéines et de muscles, il faut une musique musclée, il faut une musique qui tienne toute la nuit, qui permette de danser toute la nuit, et qui corresponde un peu à l'image des danseurs, ce sera donc la High Energy.
L'aura de Patrick Collet va grandir encore plus quand, à la fin des années 70, Sylvester va faire appel à lui pour produire ses morceaux. Au début, Sylvester n'est pas très chaud pour faire de la disco électronique parce qu'il est plus orienté vers la soul, le R&B, et il trouve que c'est quand même un peu basique comme musique. Mais il demande quand même à Patrick Collet de lui fournir un remix pour une chanson qu'il a écrite, et ça donnera le tube disco, on n'appelle pas encore ça de la high energy, You Make Me Feel en 1977. Et là, ça fonctionne, Patrick Collet est embauché dans les tournées de Sylvester et Patrick Collet devient une petite star dans le milieu gay de San Francisco. Les DJ commencent à vouloir ses disques, à passer ses disques. Patrick Collet en profite d'ailleurs pour fonder un label, Megaton Records, qui sera un label emblématique aussi de cette musique à Energy. Et plein d'autres labels à San Francisco vont se créer autour de cette communauté et de cette musique qui fait un vrai carton dans les clubs de San Francisco et va se répandre petit à petit dans les autres clubs de la planète. L'emblème de la high energy de cette époque, c'est un morceau de Patrick Collet, un morceau qui sent bon la testostérone et le cuir, c'est Menergy. Si Patrick Collet est un peu celui qui a lancé le mouvement, eh bien d'autres producteurs vont faire les belles heures de la high energy. C'est par exemple Bobby Orlando. Bobby Orlando, ou alors Bobby O, il a plusieurs noms. C'est un producteur qui va un peu inspirer ce qui va se faire après avec l'Eurodance. C'est un peu un producteur un peu roublard, qui aime bien produire les choses, qui aime bien vendre aussi. Surtout, il va produire des centaines de disques avec plein de pseudos différents, les groupes sont interchangeables, les chanteurs, les chanteuses sont interchangeables, et il produira des tonnes et des tonnes de morceaux. Bobby Orlando et Patrick Collet vont inspirer évidemment des tas d'artistes par la suite, et parmi lesquels les Pet Shop Boys par exemple. Les Pet Shop Boys citent très souvent Patrick Collet comme une source d'inspiration, et ils vont même d'ailleurs travailler avec Bobby Orlando, puisque c'est Bobby Orlando qui produira leur tout premier morceau, West End Girls. In a western town, a dead end world, meet eastern boys and western girls. A western town, a dead end world, eastern boys, western girls. West End girls. Et Bobby Orlando va aussi lancer la carrière d'une autre chanteuse, une chanteuse drag queen, c'est Divine, la fameuse Divine qui tournait dans les films de John Waters. C'est une créature, un emblème de la communauté gay des années 80, bien avant RuPaul. Eh bien, elle chantera grâce à Bobby O et fera son premier tube underground. Il n'est pas très connu celui-là, mais il est connu à l'underground, c'est Native Love. Divine, ou plutôt Divine en anglais, excusez-moi de la prononciation, on va dire Divine, va être
récupérés par les Stock Aitken Waterman, hein, toujours eux, hein, qui se mettent à la Energy et qui veulent faire des tubes. L'idée c'est de prendre un peu les stars de l'époque, ils vont prendre Divine et ils vont lui produire un tube qui va être très connu, hein, il sera top 15 au Royaume-Uni. Alors en France, les morceaux de Divine sont, je pense, quasiment inconnus, hein, pratiquement inconnus, à part dans la communauté gay justement, mais en Angleterre quand même et aux États-Unis, elle a quand même connu des succès, notamment avec ce fabuleux morceau on peut pas faire plus gay que ça, You Think You're a Man, en 1983 ou 84. Mais la High Energy, ce n'est pas malheureusement que cette histoire jolie de club gay, de son uplifting où les gens s'amusent, c'est aussi une musique qui a malheureusement accompagné l'épidémie de sida au début des années 1980. Patrick Collet est l'un des premiers à être atteint de cette maladie à la suite d'une tournée en Afrique du Sud. Il tombera très rapidement malade sans qu'on sache exactement ce qu'il a. Effectivement, à cette époque, c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Il finira alité dans un hôpital. En 1982, il retrouve, on ne sait comment, les forces de ressortir de l'hôpital et de produire son dernier album et surtout de produire une dernière chanson pour Sylvester. Ils ont un budget de 500 $ et ils vont produire un tube que vous connaissez tous. Do You Wanna Funk, c'est l'ultime morceau de Patrick Collet avec Sylvester. C'est un morceau d'ailleurs que Sylvester entonnera sur scène à Londres en 1982 quand il apprendra par téléphone pendant le concert que son ami Patrick Collet est décédé en novembre 1982. Alors le sida, malheureusement, ne touchera pas que Patrick Collet, hein, c'est toute la communauté LGBT et évidemment toute l'industrie musicale de San Francisco qui sera touchée. D'ailleurs, le label Megaton Records de Patrick Collet devra mettre la clé sous la porte au bout de quelques années parce que tous les patrons qui vont se succéder à la tête du label vont tous tomber les uns après les autres et vont mourir des conséquences du sida. Et c'est valable aussi pour tous les autres labels de disco ou de high energy de l'époque à San Francisco qui florissaient parce que les majors avaient abandonné la disco. Eh bien, tous vont devoir mettre la clé sous la porte. C'est le cas par exemple de Moby Dick Records qui était aussi un label très connu à l'époque où, écoutez, la quasi-totalité des salariés, des membres de ce label vont mourir des conséquences du sida. Le seul survivant sera une survivante, la seule femme qui travaillait dans ce label. Tellement de gens en mouraient. Tellement de personnes autour de nous. Les DJ. C'était catastrophique. Tu ne savais jamais si... Il y a eu 4 semaines ou quelque chose comme ça, durant lesquelles tout le monde mourait. L'un après l'autre, ils tombaient comme des mouches. Around 1985-86, we first became aware that this thing that had been reported as a kind of gay plague, all of a sudden people in London started getting mysteriously, catastrophically ill. I think dance music was a sort of antidote to the kind of cultural effects of HIV, which was making life very dark for some people. Et oui, je vous l'ai dit, hein, s'il y a bien une musique estampillée gay, estampillée LGBT, va dire plutôt le G de LGBT, c'est bien sûr la High Energy, hein, que ce soit dans les textes, que ce soit dans les groupes, que ce soit dans les chanteurs, c'est une musique
clairement gay, faite pour les clubs gays et produit en général et chanté par des gays. Et alors là, ben voilà une série d'exemples. Par exemple, vous avez le Frankie Goes to Hollywood avec Relax, vous avez Freddie Mercury qui fera de la high energy, oui, parce qu'il se sent très à l'étroit dans le groupe Queen, qui est du rock. Il n'aime pas le rock, lui, il fréquente les clubs gays d'ailleurs de San Francisco, il entend cette musique, il veut faire cette musique, et ben il le fera en solo et sur certains albums. Et pour suivre le mouvement, beaucoup de stars, de chanteuses de disco vont se mettre à la energy. De toute façon, elles ne peuvent plus faire de disco, ça ne fonctionne pas. Donc beaucoup vont faire de la high energy. Par exemple, les Weather Girls, dont on a déjà parlé. It's Raining Men, c'est quand même un peu disco, mais c'est très péchu. Et puis, par exemple, Gloria Gaynor, qui a chanté I Will Survive, eh bien, va faire aussi son tube de high energy, I am what I am, je suis ce que je suis, pareil, des paroles très gaies, qui parlent beaucoup à la communauté gay. Quant aux groupes ou aux chanteurs ouvertement homosexuels, il y en a aussi évidemment dans la energy. Vous avez en Angleterre par exemple deux groupes très célèbres. Le groupe Air Azur fondé par Vince Clarke, la même qui a fondé Depeche Mode, et puis Yazoo. Vince Clarke lui est marié, hétéro, mais le chanteur de Air Azur, Andy Bell, est ouvertement homosexuel et ils feront des tubes à energy dans les années 80 et même encore aujourd'hui ils produisent encore des albums. Et enfin, on ne peut pas ne pas parler de high energy si on ne parle pas de Jimmy Somerville, évidemment. Déjà avec Bronski Beat, il produisait une musique très électronique, très synth-pop, mais avec les Communards, là carrément on passe vraiment dans cette high energy très gaie, très flamboyante, les Communards évidemment. Enfin, pour en finir, on va parler d'un dernier producteur de high energy qui a fait les belles heures de cette musique, qui est tout aussi important, mais beaucoup moins célèbre aux yeux du grand public. C'est Ian Levine. Ian Levine, c'est un DJ qui va être embauché en tant que DJ résident au Heaven de Londres. C'est l'une des plus grandes discothèques gays de Londres et même du pays à cette époque. Ian Levine est engagé parce que c'est un DJ, oui évidemment, mais c'est un DJ qui sait mixer surtout. Et au début des années 80, des DJ qui savent mixer, non, il n'y en a pas encore tant que ça, et oui. Et donc Ian Levine sait mixer, il est gay, il connaît la communauté et il veut passer, évidemment, la musique du début des années 80, la disco. Sauf qu'il n'y a plus de disco, on n'en vend plus, ça se fait plus, donc il n'en trouve plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire lui-même ses disques, c'est aussi un producteur, il produit pas mal de maxi 45 tours, pas mal de disques, il a des machines chez lui, et donc il se dit qu'il va produire
un tube gay, un truc qui va fonctionner dans son club, qui est ouvertement gay, que ce soit dans le clip, que ce soit dans les paroles. Notre objectif avec So Many Men, c'était de faire un disque gay qu'on pourrait leur claquer à la gueule. Un disque intrinsèquement homo. C'était une femme qui parle du fait qu'elle couche avec un mec différent tous les soirs. Moi, je vivais comme ça. J'étais mince et séduisant à ce moment-là. Je rentrais du Heaven avec un mec différent chaque soir. C'était avant l'explosion du sida. 2 millions d'exemplaires vendus quand même pour So Many Men, So Little Time. Et puis Yann Levine va réitérer son coup. 2 ans après, il va copier presque note pour note, et oui, ça c'est vrai, le Frankie Goes to Hollywood Relax, mais il va y appliquer sa recette encore plus énergique. Cette fois-ci, il va retirer un peu les connotations ouvertement homosexuelles pour que ça se vende plus et que ça rentre quand même dans les charts et que ça corresponde un peu aussi aux familles qui voudraient acheter le morceau. Ça deviendra l'hymne de la High Energy puisque ça s'appelle High Energy, c'est produit par Yann Levine, c'est chanté par Evelyn Thomas, c'est évidemment High Energy. High Energy, c'est numéro 1 dans plusieurs pays, numéro 5 au Royaume-Uni, numéro 1 des clubs partout dans le monde. C'est ce qui va déclencher un peu toute cette vague de musique commerciale en 83-84 avec les Stock Aitken Waterman qui vont vouloir faire leurs tubes et qui vont produire des tubes et des tubes. La High Energy va petit à petit disparaître à la fin des années 80. Pourquoi? Toujours la même raison, l'arrivée de la house music, qui est une musique tout aussi répétitive, mais plus structurée, mieux construite et surtout qui sent moins quand même la guimauve et un peu moins vulgaire que cette High Energy qui commence à dégouliner là et être beaucoup trop pop. Et puis dans les années 90, principalement en Angleterre, il y a une scène comme ça qui va survivre, une scène gay qui va survivre avec une musique très 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 énergique, une musique électronique très énergique. Alors au gré des modes, ça s'appellera la hard house, le hard bag, la new energy, j'appelle ça de la happy house. C'est une house extrêmement rapide, très gay, très, très vocale, très joyeuse. Par exemple, les Almighty font beaucoup ça. Il y a des clubs gays, par exemple le DIY justement à Londres, qui se fera une spécialité de ce type de son. Voilà, des tubes de Energy, il y en a encore plein d'autres, mais je vous ai fait un résumé, un condensé de ce qu'était ce mouvement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous en savez un petit peu plus, ou que ça vous a rappelé des souvenirs. Voilà, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.